Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité. À Racaille, la 121e. Avec ce matin en régie Piquet-Coup, Jean à l'instruction publique et surtout artistique. Salut à tous. Avec aussi de passage dans ce petit studio de Julien, un étudiant en informatique qui prépare un doctorat en informatique. Une création qui est... Tu peux nous dire un peu ce que c'est? Recouvre ce terme. Salut. Ouais, c'est un... Donc c'est de l'informatique, je sais pas trop quoi. Est-ce que tu me disais, ton boulot, ça sera de créer des modèles mathématiques? Ouais, c'est à peu près, c'est de créer en fait, je travaille au niveau de l'internet en fait, et c'est améliorer les performances de l'internet en se basant sur des techniques inspirées de la biologie. Donc le boulot, c'est d'essayer de créer des modèles qui recouvrent ce qui se passe dans la biologie et d'essayer d'essayer d'appliquer ça aux ordinateurs. Ouais, d'accord. Oui, j'avais lu quelque chose sur ce sujet il y a quelque temps qui était assez impressionnant d'ailleurs. Ouais. Bien. Et puis il faut préciser que Julien, c'est notre auditeur irlandais. Ah oui, deux passages à Paris. Deux passages à Paris. Notre auditeur irlandais, on en a peut-être d'autres. Hein. Peut-être d'autres, mais celui-là, on en est sûr. Ouais. Il ne rate pas une émission. D'où le thème d'aujourd'hui. Qui est la verte airain. La verte airain. Bien. Dans une émission qui vous cause de l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, l'artiste et l'engagement politique en toc, l'artiste et la religion, vous savez ce qu'on en pense, l'artiste et la science, justement, voilà. On est en plein dans le sujet. L'artiste et l'autorité, l'histoire, l'avenir, l'actualité de l'art. Voilà. On démarre donc une nouvelle série d'émissions après un voyage sur les cimes pyrénéennes, avec dans la grange de notre Camarluche Jean. Je vous dis pas. On vous en racontera des sévères à ce sujet. Non, mon Jean? Oui. Et vous avez dormi dans celle de Baptiste. Merci, Baptiste. Merci, Baptiste. Il faut penser à lui.
Alors vous venez d'écouter les Pogues, Boys from the Country Hell. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, toujours, avec ce matin de passage dans ce studio de Julien, un émérite étudiant en doctorat en informatique, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il vous a expliqué qu'il bricolait avec le vivant pour améliorer les performances du net. Oui, ce qui prouve une créativité pour l'inspiration. Voilà, exactement, qui peut tout à fait coller avec nos préoccupations à nous. Absolument. Il n'y a pas que les barbouilleurs et autres cireurs de pompe qui nous intéressent. Absolument. Puis alors, il en profitait pour me faire remarquer qu'il faudrait mieux dire la verte érine plutôt que la verte érin. Érin de rein. C'est bien. Je ne regrette rien, mais enfin, on va donc dire la verte érine. Papa, il a côté un accent anglais de Ménilmontant, c'est prononcé. Oui. Bien. Alors donc maintenant la minute de militance de Momo. Oui, et on commence par Roro. XXL. Hein? Ah oui, alors là c'est l'opus 16. Ah là là, cet opus, on l'attend. Le capitalisme prend-il sa source d'une action humaine? Bon, dit-on à Québec. Un élément principal de la vision sociale proposée par le capitalisme, en particulier le capitalisme néolibéral, celui dans lequel nous vivons en ce moment, est celui du vote par le client, qui est comparé au vote politique du citoyen, ou par le citoyen. Alors là, attendez, là, cramponnez-vous, parce qu'il faut interpréter ce que je vous raconte dans le post. Quand vous votez dans le supermarché, je ne sais pas si on vote dans les supermarchés, je l'apprends, vous obtenez avec précision ce pourquoi vous avez voté, et c'est ainsi que procède chacun d'entre nous par un tel vote avec le portefeuille. Oui, on vote avec le portefeuille dans le supermarché, ça veut dire, d'une certaine manière, on porte un jugement sur ce qu'on achète, etc., mais avec notre portefeuille, et on conforte ainsi le capitalisme qui régit ces mangeoires. Avec le portefeuille, on leur dit être un exemple des merveilleuses libertés auxquelles le peuple a accès sous un régime capitaliste, toujours considéré par les gens de droite comme un socialisme d'État. Bon, Jean, ça t'inspire. Ouh là là, là non, ça me tombe sur le pied comme à peu près comme une enclume. Moi-même, c'est-à-dire que après être descendu de la montagne, j'ai un peu de mal à reprendre pied dans le capitalisme qui prend sa source d'une action humaine. Parce que les sources dans la montagne, elles sont pas d'une action humaine, mais d'une action naturelle. Voilà, le client choisit sur l'étalage entre les produits qui ont été conçus et construits par d'autres afin de faire du bénéfice. C'est-à-dire que nous, on nous traite par le biais de la consommation. Bon. Le consommateur est l'utilisateur, spectateur plutôt qu'acteur, choisissant entre les options créées ailleurs et par d'autres. Là, c'est un peu plus clair. La prise de décision du marché est donc fondamentalement réactionnaire et passive, basée sur la réaction aux produits proposés. Là, ça va, Jean? Oh, jusqu'ici, ça va. En revanche, le citoyen est activement impliqué, au moins idéalement, dans toutes les étapes du processus décisionnel, directement ou par les délégués élus. Ça, c'est pour le vote citoyen. Par conséquent, la prise de décision par des citoyens dans des organismes décentralisés, des organisations démocratiques et participatives, peut être proactive, basée sur l'action humaine, où l'on peut avoir l'initiative et définir l'ordre du jour. Bon, on fait une petite pause, on reprend sa respiration. En effet, la plupart des défenseurs du modèle citoyen défendent ce modèle précisément parce qu'il fait participer activement des individus à la prise de décision sociale, créant ainsi un aspect éducatif dans le processus et développant les capacités et le pouvoir de ceux qui sont impliqués. Vous reprenez votre respiration. En outre, la puissance du consommateur n'est pas également distribuée à travers la société. Ainsi, l'expression voter, une fois utilisée dans le contexte du marché, exprime une idée radicalement différente de celle qui y est habituellement liée. Parce que habituellement, on vote pour des politiques en toc, mais pas pour des produits de consommation courante.
En politique, le vote de chacun est une voix. Sur le marché, c'est une voix par euro. Vous voyez ce que je... Bon. Quelle sorte de démocratie est-ce qui donne à une personne plus de voix que des dizaines de milliers d'autres? Voilà. Bon, vous retrouverez tout ça dans le blog de l'émission. Vous avez votre copie, vous pourrez la rendre mardi prochain. Non, mais puis ça colle parfaitement avec ce qui va suivre tout à l'heure, puisque comme notre thème donc c'est la vertérine, on va parler de la grande famine en Irlande, et en fait on peut la considérer comme une belle métaphore, encore que le mot belle, l'adjectif belle soit peut-être pas bien choisi. Dans la mesure où c'est la même chose en fait qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une poignée de personnes qui affament l'immense majorité de la planète, comme on va le voir avec cette histoire de grande famine tout à l'heure. Ouais. C'était l'aristocratie anglaise qui monopolisait toutes les richesses, et puis. Ah mais c'est c'est hallucinant. Hein. Voilà. Et dans la même veine, on peut dire parler de la bonne bouffe à propos des poulets que vous bouffez de toutes les manières possibles et imaginables. Il y a un nouveau concept qui vient de voir le jour. Ce sont des poulaillers produisant chacun 720 000 poulets par an. Il y en a 4 qui sont en construction là, dans le Gers. Dans le Gers. Dans le Gers. Non, mais je te dis, attends. Au pied des Pyrénées. Oui, au pied des Pyrénées. Et le mec, ça donne des envies de meurtre. Ouais, et le mec qui a l'initiative de ça, c'est un mec qui a l'initiative aussi du label rouge. Tu sais. Ça peut donner des doutes sur sur l'authenticité de la démarche. Et mais alors, tenez-vous bien, ça c'est dans le Gers, mais en Bretagne, par exemple, 272 millions de poulets sont produits par an. Je sais pas si vous voyez le... Bon. Alors, si on s'émeut de ces élevages concentrationnaires, on vous répond, ils sont fabriqués, les poulets, pour pousser, pas pour marcher. Alors, pourquoi est-ce que nous devrions les faire se balader dans des parcs qui sont là pour grossir? C'est-à-dire, c'est un peu comme le coup des vaches, tu sais, pendant un moment où qui étaient en stall, et puis ils pouvaient même plus tenir sur leurs jambes tellement ils étaient... Là, les poulets, c'est pareil. On les produit pour qu'ils poussent, mais pas pour qu'ils puissent se balader, quoi. Vous imaginez? Voilà, car ils ajoutent, pour préciser leur pensée, ce sont des souches à croissance rapide. Écoutez, les chiffres, Jean. 272 millions de poulets par an en Bretagne, seulement en Bretagne. Ouais. Il paraît que ce sont des tas de fientes, tu vois, mais gigantesques. Enfin bon, ouais. Si à faible échelle pour son potager, c'est intéressant, mais là, bon, l'avantage du Gers, c'est que ça va sans doute être des poulets élevés en plein air, comme on dit. C'est ça. C'est-à-dire tu sais ce que ça veut dire, élevés en plein air. Ouais. Ça veut dire qu'ils sortent 10 minutes par jour dans une espèce de truc qui ressemble à une zone industrielle, tu vois. Voilà, ils sortent de leur bâtiment. Ouais. 10 minutes par jour. 10 minutes par jour. Bon. Et dans la même, là, on est toujours dans le même trip de production complètement zarbi. À propos du gaz de schiste, il y a eu une loi qui a interdit, donc c'est le seul pays d'Europe d'ailleurs, de craquer justement le gaz de schiste par des méthodes violentes et polluantes, etc., etc. Sauf que notre ex-ministre de l'environnement Borloo, vous suivez ce que je veux dire. Lui, il avait signé carrément, au moment où il était ministre de l'Environnement, il avait signé des permis de forage et de craquage du gaz de schiste à Total. Tu vois? Mais la loi est passée après, qui interdit ça. Alors donc, en ce moment, le truc de Total, c'est de dire, on a des permis pour craquer, donc on va craquer. Et puis les permis sont éteints dans 5 ans environ, tu vois. Et toute leur lobbying en ce moment, c'est d'essayer, si tu veux, de s'affranchir de la loi qui est passée après qu'ils aient eu leur permis d'exploitation. Donc ça, on leur fait confiance, ils vont probablement y arriver. Et le plus rigolo de tout ça, c'est que Borloo, qui leur a signé les permis de craquer le gaz de schiste, il est dans ceux maintenant
qui s'indigne que Total... Alors lui, Non, c'est écoute, vraiment... Non mais là, voilà, c'est la France, mesdames, messieurs. Un pays de crapules sympathiques. Voilà mon genre, j'en ai terminé avec mon blabla. Bon, moi je ne saurais trop conseiller quand même, encore aujourd'hui, la lecture du livre de José Bové. C'était avant qu'il devienne une starlette de la téloche. Le monde n'est pas une marchandise, ça reste tout à fait d'actualité. Un livre formidable, hein, signé José Bové et avec un de ses acolytes, j'ai oublié le nom, je n'ai pas mes notes ici. Alors une petite revue de presse pour finir cette minute d'une demi-heure. Oui, à peu près. Oui, pas loin. En pleine élaboration de son projet pour 2012, le projet de 2012 pour l'UMP, c'est Sarkozy 2012, hein, tout le monde aura compris, ou traduit. En pleine élaboration donc de son projet pour 2012, l'UMP a repris ses réunions thématiques. Je mets ça entre guillemets, avec les guillemets d'usage, hein. Avec une convention sur la défense proposant d'imposer à tout jeune Français un serment d'allégeance aux armes. Oh oui, c'est sérieux. Hein. Invraisemblable. C'est très sérieux. Ce qui a aussitôt été qualifié d'électoraliste par la gauche. Ah bon? S'appuyant sur le succès libyen de Nicolas Sarkozy. Hein. Moi, je ne l'appelle plus que le vainqueur de Benghazi. S'appuyant sur le succès libyen de Nicolas Sarkozy, le parti majoritaire, pour quelque temps encore, a mis en garde à 7 mois de la présidentielle contre une victoire de la coalition PS écologiste, accusée de vouloir faire du budget de la défense une simple variable d'ajustement synonyme, excusez du peu, d'affaiblissement de la France. Je suis très inquiet. Les socialistes parlent plus aux Verts, qui veulent supprimer les cérémonies du 14 juillet, qu'aux Français. Jusqu'où iront-ils ? Si on baisse la garde, c'est alors la sécurité des Français qui sera menacée. À ton avis, qui a pu signer un tel pensum ? Longuet, non ? Non, mais pas loin, pas loin. Non, pas loin. Bon. Le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé. Oh. L'inénarrable Jean-François, oui, qui lui fait tout pour faire perdre son camp de manière à se laisser une chance d'accéder au pouvoir soi-disant suprême en 2017. Hein. On voit bien venir. Bon, enfin, jusqu'au printemps, les éléments de langage, tu vois, mon cher Robert, tu vois, mon cher Julien, tu vois, ma chère Piquécou, les éléments de langage risquent d'avoir des notes épicées. Hein. Un parfum de défaite, on peut le dire, flotte déjà sur la rue de la Boétie, hein, la rue où siège l'UMP. Et les derniers grognards de la Sarkozy, il en reste, promettent de vendre très cher leur peau, tant mieux. Hein. Parce qu'ils ne sont jamais aussi drôles que quand ils sont acculés. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Oui, mon Jean, je me ferais peut-être sauter même une petite lettre pour la remplacer par... Voilà, et puis on n'oublie pas hein, qu'à l'UMP, on aime la discipline militaire. Hein. Tu sais ce que c'est, les deux cris un peu... Ouais. Garde à vue, repos. Voilà, ça c'est l'UMP. Ah, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est l'UMP. L'UMP encore, qui sous la direction de l'autre inénarrable de l'UMP, il y en a un certain nombre, il faut dire, qui sous la direction de l'inénarrable Brice Hortefeux, a réuni pour la première fois, je cite leurs propres termes, hein, une cellule de riposte chargée de vanter le bilan du président, déjà il faut avoir le moral, hein, et de répondre pied à pied aux attaques venues de l'opposition. Parce que dans ce pays, c'est quand même terrible, l'opposition s'oppose. Oui, non. Il y a quand même qu'en France qu'on voit ça. Scandaleux. Ouais. Non, mais vivement l'Italie. Oui. Après la riposte, tu vois, la riposte. Qu'est-ce qu'on rigole hein, avec l'UMP. Bon. Et puis alors, ce qui est marrant, c'est que quand on regarde les noms de près de cette cellule de riposte, hein, les noms de ceux qui la composent, donc Hortefeux, Carignon, tu vois, bon, un certain nombre quand même des animateurs sont davantage des spécialistes de la cellule, tu vois, que de la riposte. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Les ressources du Fonds monétaire international sont confortables, je la cite, pour les nécessités actuelles, mais font pâle figure par rapport aux besoins potentiels de certains pays, a estimé sa directrice générale, Christine Lagarde, dans un plan d'action. Il sera utile de discuter bientôt des besoins, explique-t-elle dans ce texte. Hein. Il y a un peu du Fernand Reynaud quand même, tu vois, chez Christine Lagarde, je sais pas si tu en seras d'accord. Hein. Le FMI, ça a eu payé, mais ça paye plus. Hein. Le ministre de l'Intérieur, ou le sinistre, hein, comme vous voudrez, Claude Guéant, a installé hier matin, ça date de lundi,
la commission qui doit parfaire l'intégration des 21 000 policiers municipaux dans la chaîne de sécurité nationale. Les municipaux méritent plus de reconnaissance et ils seront davantage reconnus, a déclaré le sinistre. Tel est le message subliminal adressé aux quelques 21 000 agents des polices municipales à l'occasion de la mise en place, donc lundi matin, à Paris, par le ministre de l'Intérieur, de la commission consultative qui doit parfaire leur intégration dans la chaîne de la sécurité nationale. Bon, cette promotion digne, on va dire, de Police Academy, pour ceux qui suivent cette série, mérite un nom à la hauteur de l'enjeu, vous en serez tous d'accord. Donc je propose de la baptiser Promotion Lontarin. Lontarin, ça c'est pour les amateurs de Gaston Lagaffe. Je rappelle que Lontarin, c'est l'agent auquel il se frotte régulièrement pour des problèmes de stationnement, de parc-mètre, enfin bon, voilà. Allez, pour finir, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, moment d'émotion quand même, et de plaisir, on va pas se le cacher, même si, on le répète, élection piège à gros con même. Grosse conne aussi d'ailleurs. Voilà, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le Sénat va connaître l'alternance. Oui. On va peut-être trouver un autre nom d'ailleurs. Enfin bon, la gauche a en effet obtenu, lors des élections sénatoriales, 177 sièges sur 348, soit 2 de plus que la majorité absolue. Ils ont dû se monnayer cher, ceux-là. Ouais. C'est possible. Ouais. Il semble que Sarkozy soit bien plus que le DRH du PS. Tu vois. Il en est aussi et surtout le principal pourvoyeur. C'est maintenant manifeste. En 2012, les socialistes auront en effet tous les pouvoirs en France. Tout. Normalement. Ouais. Une mauvaise surprise est encore possible. Mais bon, merci qui, à ton avis? Merci le petit ventilateur, on est bien d'accord. Ouais. Oui, ça l'archer doit sa victoire. Bon, allez, puis pour finir sur une note poétique, il semble quand même qu'il ait payé un peu l'affaire Karachi. Ouais. Donc il semble que question liquide, tu vois, les valises de Sarko pèsent finalement plus lourd que les bourses de DSK, tu vois. Bon. Enfin, amis de la poésie, bonsoir ou bonjour. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Sauf que j'ai remarqué à propos des policiers municipaux, là, le jour, j'étais stupéfait. J'attendais mon bus pour venir ici, et qu'il y a juste le truc, la police municipale en face, à l'entrée de nos gens, pratiquement, tout ça fait bien déjà. Tu sais que ça fait comme dans les westerns, Lucky Luke, tu vois, quand tu rentres dans un village, vous êtes bienvenus ici, puis tu vois un vautour dessus qui attend. ça. Et je regarde des jeunes flics, des mecs qui devaient avoir même pas 25 ans, avec un énorme colt sur au ceinturon. Et j'étais stupéfait parce que je savais pas que la police municipale avait le droit de porter des armes comme ça qui peuvent tuer, quoi, tu vois. Alors, non. Je sais pas, je suis le seul à l'avoir remarqué. Non. Bon. Voilà. Je voulais en informer nos auditeurs qui croient encore comme moi que les polices municipales n'ont pas le droit d'être armées. Ben non, détrompez-vous, ils ont le droit. Et il m'a semblé, le flingue m'a semblé même plus gros que les flingues des polices nationales, quoi, voilà. Ouais, moi, j'avoue que je sais pas, là. Je sais pas. À une époque, t'as raison. Non, c'est tout récent. C'était tout à fait illégal, mais ça peut être. Ils sont peut-être pas chargés. Ouais. Il y a des règles comme ça où il est là juste pour faire peur. C'est pas des paintballs. Non, c'était vraiment un colt. Non. Ou des tasers. Non. Après, s'ils doivent tirer sur quelqu'un, faut le charger. On a le temps de s'échapper. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Non, mais c'est vrai que les policiers ont pas toujours le chargeur engagé dans.
Vous venez d'écouter The Dubliners, The Field of Athenry. Merci Piquet-Cou, donc sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Une chanson consacrée à la Grande Famine. À la Grande Famine. Qui a été écrite sur la Grande Famine, donc c'est une chanson assez ancienne, j'imagine. Les Dubliners, ou Dubliners, ils existent toujours, ils doivent commencer à être âgés, non? J'en ai aucune idée. Aucune idée? Je suis le seul dans les pubs à jamais savoir qui chante et les paroles des chansons. Mais je lève mon verre quand même. C'est bien, Julien. Donc, je répète, ça arrête les bâtards, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre, sans pub, à Racaille, la 121e. Bon, Jean. Et puis donc, la verte Erin. Oui, non, mais Jean, tu peux nous la refaire. Je vais vous lire un extrait par Guy de Maupassant. C'était tout un tas de chroniques, je crois qu'il y en a 250, écrites comme ça sur quelques années, des chroniques, on va dire, alimentaires pour Maupassant, qui lui permettaient de subsister à peu près confortablement. Il avait des goûts dispendieux, oui, quelle écriture quand même. Ouais. Dans cette chronique qui a été écrite, c'était un petit peu étonnant d'ailleurs quand on la lit, seulement 30 ans après la Grande Famine, l'écrivain naturaliste s'en prend à l'Irlande, parce qu'on peut vraiment dire ça comme ça, avec un art qui verse malheureusement assez souvent dans la caricature. Une caricature qui fleure son 19e siècle quand même, mais vous allez voir, il y a quand même un certain talent, c'est avec un certain talent qu'il le fait. On ne parlait guère de l'Irlande il y a 50 ou 60 ans sans l'appeler la verte Erin. Attention, je me serais fait remonter les bretelles par Robert, j'ai failli. Non, le langage poétique auquel nous devons la perfide Albion ou la grasse Normandie n'avait point découvert d'autres épithètes pour qualifier cette terre de misère éternelle, ce pays locteux et sordide des gueux, ce foyer de révolte sans fin, de religion sanguinaire et d'indéracinables superstitions. La verte Erin. Ces mots n'évoquent-ils pas un paysage à la Watteau? Mais quand on dit l'Irlande, quelles images de mort, de servitude, de lutte sanglante passent sous nos yeux? D'après la classification élégante en usage dans le monde pour désigner les différents peuples d'Europe, si la France est le pays de l'élégance, de la grâce et de l'esprit, l'Angleterre, la nation du spleen, du flegme et du roast-beef, l'Espagne, le royaume des castagnettes, l'Italie, la patrie des arts, et la Suisse, la contrée du rance des vaches, assurément, l'Irlande est la terre de pauvreté. La hideuse misère y a établi son empire. Elle l'enserre comme une pieuvre, la tient, la mange, exerce sur ce sol, qui est sien, sa toute-puissante tyrannie, par le moyen de l'anglais, son lieutenant. Le whisky est la grande consolation de ces misérables, et en même temps une des plaies de l'Irlande. L'eau de vie de Bretagne et le whisky d'Irlande sont sans doute les causes principales des nombreuses apparitions des familles d'êtres fantastiques qui hantent ces deux pays. Les fées sont nombreuses, bienveillantes et très pauvres, paraît-il. Comme si personne ne pouvait être riche en ce pays de gueuserie. On rencontre, dit-on, beaucoup de nains, frères des Corrigans bretons. En aparté, je dirais que la semaine dernière, on en rencontrait aussi dans la montagne des Pyrénées. Non, je déconne. Bon, on affirme qu'ils sont coiffés d'un bonnet rouge sous lequel flambent leurs cheveux ardents. Exactement comme le mien. Contre les malices de ces esprits tracassiers, on invoque la protection des saints et principalement de Sainte Latrine. Elle était de son vivant, excusez-moi, désolé, elle était de son vivant simple et belle et habitait auprès du village de Cullen. Sa misérable cabane, ouverte à tous les vents, ne la protégeant nullement contre le froid, elle allait souvent demander un peu de feu au forgeron, son voisin. Elle rapportait alors quelques charbons allumés dans une écuelle de terre qu'elle cachait sous sa jupe. Or, un jour, au moment où elle dissimulait ainsi sa provision de chaleur, le forgeron, homme passionné, remarqua que la sainte avait de jolies jambes. Il crut d'abord avoir commis un grand péché et se reprocha sa hardiesse. Mais le lendemain, il ne put s'empêcher de regarder encore, et il en fit autant les jours suivants. Enfin, au bout de la semaine, n'y tenant plus,
il communiqua sa découverte à la sainte. La pauvre innocente, aussitôt, se baissa pour voir si le forgeron disait vrai, renversa l'écuelle et mit le feu à sa robe. Furieuse et désolée, elle demanda alors au ciel de priver pour toujours Quelen de forgeron, afin qu'il ne puisse désormais embraser ainsi les jupes des filles. Et jamais plus on ne vit une forge en ce village. Or voilà que l'Irlande aujourd'hui s'agite de nouveau. Ce peuple que l'Anglais jadis a déclaré être le dernier des peuples, indigne de la liberté et incapable de l'obtenir, est là, encore une fois, de demeurer éternellement si misérable. La révolte est organisée à la moderne, méthodiquement, comme les grèves d'ouvriers. Des hommes considérables marchent avec le peuple. S'ils échouent cette fois encore, ils réussiront la prochaine fois. Voilà. Alors les chroniques de Guy de Maupassant, donc j'ai dit tout à l'heure, il y en a à peu près 250, toutes de ce tonneau. C'est pas, la charge est parfois assez lourde. Il y a un peu de tout, des voyages, des réflexions sentimentales, politiques. Enfin, il y a de tout. C'est édité dans le livre de poche. Vous pouvez commander donc le bouquin auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 7501 Paris, métro Robert, Oberkampf, Fille du Calvaire ou République. Voilà, et puis Publico, c'est 01 48 05 34 08, ça c'est le numéro de téléphone, et le site internet, après les W, librairie-publico.com. Et puis, il y a une petite annonce là qui a été envoyée par Publico, justement. Ça t'ennuie d'en faire la lecture? Non, mon Jean. Ce qu'il demande, il demande de faire un petit effort. Est-ce que c'est bien entendu, cher camarade? Alors, un forum débat, c'est Laurent de Lundi Matin qui nous communique ça, de la librairie du Monde Libertaire, le samedi 1er octobre, c'est-à-dire dans pas longtemps. C'est ce samedi qui vient, oui. À 16h30, sur le dictionnaire Proudhon, publié aux éditions Aden, avec Chantal Gaillard et des membres de la société Proudhon. Peut-être qu'il y aura un Chibal-Zurvan. L'œuvre de Proudhon, immense et complexe, méritait bien un dictionnaire. Le philosophe aborde en effet tous les sujets, sans distinction, qu'ils soient d'ordre philosophique, moral, politique ou économique, et ces textes portent l'empreinte fougueuse et polémique de son auteur. Ce dictionnaire comporte une 50aine d'articles qui correspondent aux notions clés de la philosophie proudhonienne et compose une sorte de guide contre les idées reçues, stigmatisant le penseur anarchiste, auteur de la formule « La propriété, c'est le vol ». Et on vous a déjà expliqué dans cette émission qu'il fallait pas prendre la propriété, c'est le vol au sens littéral, comme on dit, mais que c'était plutôt l'usufruit le produit de la propriété qui était du vol. C'est-à-dire que si un mec qui est propriétaire loue son petit business là à un clampin et donc qui tire un bénéfice de sa propriété, là on peut considérer que c'est du vol, mais c'est surtout valable pour la propriété industrielle et ses produits. Voilà. Donc je répète, avec le donc indispensable pour ce genre de rappel, le samedi 1er octobre à 16h30 à la librairie Publico, il y aura un débat sur le dictionnaire Proudhon avec Chantal Gaillard et des membres de la société Proudhon, qui sont pas franchement des rigolos. Ne vous attendez pas à un concert de claquettes. Ou de castagnettes. Voilà, mon genre, c'est fait. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, Julien, de ce texte? Ça te donne à peu près, quand même, la façon dont les Français voyaient l'Irlande à la fin du 19e siècle. C'est pas triste. Ouais, c'est assez sévère, quand même. Mais bon, après, c'était il y a un moment, quand même. Maintenant, l'Irlande, c'est un peu différent. Bien qu'ils sont quand même habitués à être pauvres, parce que j'ai entendu, par exemple, avec la récession ces derniers temps, entendre on a eu 20 bonnes années, maintenant on est reparti comme en 40. C'est un peu ils sont les vieux qui ont connu la misère parce que c'est vraiment où il y avait rien quoi, et ils vivaient avec rien, et pour eux c'était sympa quoi pendant 20 ans, alors que les jeunes ils vont avoir plus de mal, je pense, à s'en passer.
ceux de plus ou moins notre génération qui ont connu l'Irlande comme un pays très vert, où tout était possible. Là, c'est retour de la médaille. Non, c'est là, c'est tout le monde a un peu peur niveau boulot. On le sent beaucoup plus qu'en France. Les effets néfastes de la récession. Il y a un tiers des magasins qui ont fermé. Les gens ont vraiment pas de boulot, spécialement là où j'habite. Dans le sud, il faut préciser, de l'Irlande. Ouais, dans le sud-est. C'est la région qui est censée être la plus ensoleillée d'Irlande. Tout est relatif. Donc, non, c'est beaucoup de chômage en ce moment et ça arrête pas, ça empire tout le temps. Et ils ont perdu. Là, j'ai vu pas mal de fois à la télé. Je vois beaucoup ma ville parce que bon, comme les nouvelles de chaque pour le 20h, quoi, enfin l'équivalent du 20h qui est le 6h là-bas, ils parlent beaucoup de ma ville parce que il y a des pertes d'emploi massives et tout, enfin les entreprises s'en vont et s'en foutent complètement. Même ils faisaient de l'argent, c'est juste que ça coûte moins cher autre part. Et là, et puis c'est sur des villes qui sont quand même moins importantes. Il y a 60 000 habitants à Waterford et quand on perd 700 emplois en 2 semaines, ça a des conséquences très négatives parce que les gens ont plus d'argent à dépenser, ça va impacter tous les ça va avoir des effets de bord sur tout le monde. Les gens ont peur en ce moment. Et il y a pas beaucoup d'argent non plus pour avoir le chômage. Donc il y a plus d'argent nulle part et c'est impossible de trouver du boulot. Ça a été mal organisé. Quand ils avaient de l'argent, ils l'ont mal utilisé. Voilà, c'est ça. Bien, dis donc, au moins c'est clair. On n'aura pas besoin d'avoir des commentateurs comme ça sur nos radios et nos télévisions pour nous dire ce qui se passe ici. Plutôt que ça soit toujours planqué dans les fonds de tiroir.
Alors c'était The Pogues, Dirty Old Town. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Là, vous venez d'entendre la voix de Pikikou, qui passe cette musique en régie. Bon. Avec notre Jean qui va tout de suite prendre le crachoir pour nous raconter une histoire encore. Bon. Et puis on salue au passage notre auditrice irlandaise, mais qui nous écoute à Paris, elle. Qui nous écoute à Paris. Ouais. Nathalie McGrath. Salut Nathalie McGrath. Avec notre Julien. On n'avait pas le temps de la prendre au téléphone, mais bon. Non, mais notre Julien a invité, enfin de passage plutôt ici, et qui nous en raconte de bien bonnes entre deux pauses musicales. Voilà. Et puis à propos de bien bonnes, la grande famine, on va parler un peu de la grande famine qui a ravagé vraiment décimé l'Irlande entre, on peut dire 1845 et 1851, même s'il y a des conséquences encore aujourd'hui, dans la mesure où elle a créé une espèce d'émigration structurelle, on va dire culturelle, chez les Irlandais qui se sent encore aujourd'hui. Voilà. C'est, on va dire, en majeure partie le résultat de 50 années d'interaction désastreuse entre la politique économique impériale britannique, des méthodes agricoles totalement inappropriées, et puis l'apparition du mildiou sur l'île, un champignon parasite qui a pratiquement anéanti d'un coup les cultures locales de pommes de terre, qui étaient la nourriture de base qui reste la nourriture de base des paysans irlandais. Mais reste-t-il des paysans irlandais? Oui, sans doute. Il va y pas que des paysans. Moi, je trouve qu'ils mangent des pommes de terre comme les Chinois mangent du riz. D'accord. Il y en a partout. Et alors revenons un petit peu en arrière. La révolte des catholiques irlandais contre Olivier Cromwell, ça date de 1649, entraîna une répression brutale et la mise en place des penal laws. Je sais pas comment on dit ça en anglais, moi. Je demande à chaque fois C'est loi pénale. Oui, en français. Destinées à les discriminer. Voilà. Parmi cette série de mesures, le Property Act instituait que les terres des catholiques, au lieu d'être transmises aux fils aînés, devaient être divisées entre tous les fils d'une même famille, ce qui y entraîna évidemment une baisse importante de la taille des exploitations agricoles et une vulnérabilité croissante de leurs exploitants. Alors pour subsister, les Irlandais pratiquèrent surtout la culture de la pomme de terre, nourrissante évidemment, on le sait nous-mêmes, et ne nécessitant que peu d'espace aussi pour être cultivés. Par ailleurs, beaucoup de paysans n'étaient pas propriétaires de leurs terres, et ça c'est très important. On va le voir plus loin dans l'histoire de la grande famille. Beaucoup de paysans n'étaient pas propriétaires de leurs terres et devaient payer un loyer à un landlord protestant et britannique. La venue d'Europe continentale du mildiou, donc le champignon, c'est un champignon qui s'appelle en fait Phytophthora infestans, le bien nommé, allié à l'humidité du climat, provoqua une forte chute de l'ordre de 40% de la production de pommes de terre en 1845 et entraîna une famine donc de grande ampleur. Contrairement à ce qui s'était passé pendant la famine de 1780, les ports irlandais, ça c'est terrible ce que je vais vous raconter. Contrairement à ce qui s'était passé pendant la famine de 1780, les ports irlandais restèrent ouverts sous la pression des négociants protestants et l'Irlande continua à exporter de la nourriture. Voilà. C'est-à-dire que alors que des régions de l'île, dans des régions de l'île, des familles entières mouraient de faim, des convois gorgés de nourriture appartenant aux landlords, donc, escortés par l'armée, partaient vers l'Angleterre. Certains propriétaires expulsèrent même leurs paysans, y compris s'ils étaient en mesure de payer leur loyer, comme lors du Ballinglass, excuse-moi Nathalie, incident. Malgré tout, en 1845, la pénurie ne fut pas de plus grande ampleur que d'autres crises régionales précédentes qui ne sont pas restées dans les mémoires. Ce n'est que l'anéantissement en fait de la récolte de pommes de terre au cours des 4 années qui suivirent, qui entraîna la famine et les épidémies auxquelles les institutions de secours, qu'elles soient d'ailleurs gouvernementales ou privées, s'avérèrent incapables de faire face. Diverses estimations récentes évaluent à 1 million le nombre total de victimes, particulièrement dans les comtés les plus pauvres.
comme par hasard. La famine perdura jusqu'en 1851, mais eut des répercussions pendant longtemps. Comme je l'ai dit, elle en a encore aujourd'hui, hein. En particulier sur la démographie de l'Irlande. Voilà. Aux morts de la famine, il faut en effet ajouter près de 2 millions de réfugiés et autant d'émigrants, essentiellement à destination de la Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada et de l'Australie. La population irlandaise baissa de près de 25% en 10 ans, passant de 8 à environ 6 millions de personnes. Voilà, les Irlandais, évidemment, accusèrent le Royaume-Uni de les avoir volontairement abandonnés, hein, peut-être pas eu tort. Hein. L'armée britannique possédait en effet les plus grandes réserves alimentaires d'Europe qu'elle refusa de partager. Je sais même pas comment ils peuvent garder des relations. Enfin bon, cette catastrophe est à l'origine tout de même d'un renouveau du nationalisme irlandais, se traduisant notamment par la naissance du mouvement Young Ireland. Voilà. Alors, je vous mettrai un lien sur le blog de l'émission avec un site sur l'histoire de la Grande Famine. Hein, http, je rappelle l'adresse, http://arracaille.blogspot.com. On en parle encore de la Grande Famine en Irlande. Pas trop, mais ça va être... ouais, ça sera quelque chose ils vont tous apprendre ça à l'école. Après, je sais pas. Moi, c'est plutôt avec des jeunes et bon, c'est vrai qu'on n'en parle pas. C'est pas quelque chose où on en parle tous les jours. Mais ça c'est une histoire très importante enfin, c'est une partie très importante de leur histoire. Donc, je suppose ils doivent en parler comme nous on parle de la Révolution française. Je veux dire, pas vraiment tous les jours. Bien sûr. Ouais, il paraît qu'il y avait une réplique fameuse de la reine Victoria à propos de l'Irlande. Je l'ai évidemment pas dans la tête parce que j'ai peut-être qu'il part un peu en. Mais il y a, si vous passez par cette magnifique région, dans le Kerry, c'est à 50 km de Cork, Skibbereen, c'est un petit village où il y a le musée de la famine. Donc vous pouvez évidemment là, et d'ailleurs je crois qu'il y a les propos de la reine Victoria qui sont sur une plaque à l'extérieur. Voilà. Ouais, ça a été une des régions les plus touchées. Ouais. Probablement. Famille. Avec le Connemara. Parce qu'il y a 80% de terres incultivables là-bas. Ouais. Ouais, non mais. D'ailleurs, c'est ce qui est d'ailleurs pourquoi ils ont des paysages magnifiques. Voilà, bien. Et ben écoute, on va passer à autre chose après une musique, non, Jean? Ouais.
Alors c'était The Pogues, Sally McLennan. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Raquel 121e, avec un invité, ou plutôt un Irlandais d'adoption de passage. Un squatter. Un squatter. Un squatter irlandais. Non, mais qui parle bien simplement et bien de l'Irlande, parce que souvent il y a des blablateurs qui font des romans sur l'Irlande. Là, c'est pas le cas. Là, on a des nouvelles fraîches et pas trop peinturlurées, quoi. Pas du tout, même. Bon, te rassurer, c'est un grinçois et un gaillard, je tiens pas vraiment, c'est un pain à la fin de l'émission. À propos de peinturlure, j'ai quand même essayé de trouver une petite histoire à raconter rapidement. Donc j'ai cherché un peintre ou un sculpteur, j'ai trouvé un peintre. Bon, il y a Francis Bacon, mais il est né à Dublin, mais en fait ses deux parents sont anglais. D'accord. Donc on peut pas parler à propre. Non, bien sûr. On peut pas vraiment parler de peintre irlandais à propos de Francis Bacon. Et il y en a un peintre irlandais romantique dont on peut dire qu'il est, peut-être pas du niveau de Turner, mais en tout cas qui compte parmi les plus grands artistes britanniques de l'époque romantique. C'est Francis Danby. Alors Danby, ça doit être Danby. Danby, D-A-N-B-Y. C'est Danby. Danby. Allez, Francis Danby. 1793-1861. Voilà. Il est né dans le sud de l'Irlande. J'ai pas de précision, en fait, sur le truc. C'est peut-être Waterford, peut-être Cork. Mais c'est sûrement Waterford. Comment ça, ouais. C'est sûrement Waterford, forcément. Voilà. C'est un jumeau, Francis Danby. Je sais pas du tout ce qui est devenu le deuxième. Bon, enfin, son père, James, exploitait une petite propriété. Ah, ça y est, on va en savoir plus, qu'il possédait près de Wexford. Wexford, c'est au sud-est. Complètement sur la côte est. D'accord. C'est un des points les plus proches de la France. Ah d'accord. Ok. Mais sa mort en 1807 contraignit à la famille à partir pour Dublin, alors que François allait encore à l'école. Francis. Qu'est-ce que je raconte? Il commença à pratiquer le dessin dans les écoles de la Royal Dublin Society et sous la direction d'un jeune artiste assez fantaisiste, je ne sais pas s'il a une certaine notoriété encore aujourd'hui en Irlande, qui s'appelait James Arthur O'Connor. Son arrière-petite-fille, en tout cas, Sinead, non, je déconne, elle s'est fait connaître dans la musique. Il commença à peindre des paysages. C'est vrai qu'en Irlande, il y a de quoi faire. Danby fit également la connaissance de Georges Petrie, et tous les trois partirent pour Londres en 1824. Cette expédition, entreprise avec des fonds très insuffisants, décidément c'est une manie chez les Irlandais, tourna vite au fiasco. Ils se virent contraints de rentrer à pied. Les pauvres. D'ailleurs, rentrer à pied en Irlande, c'est... il y a quand même dû un moment où... Il faut nager pendant un moment. À Bristol, où il s'était arrêté, Danby, voyant qu'il pouvait gagner un peu d'argent en dessinant des aquarelles, y resta, travailla avec zèle, envoya des œuvres importantes pour être exposées à Londres. Et puis ses grandes peintures à lui l'attirèrent bien vite l'attention. Danby peignait de vastes toiles illusionnistes comparables un peu à celles de John Martin, dont j'ai déjà parlé ici, avec des sujets solennels, sombres et fantastiques qui correspondaient exactement au goût, on va dire, byronien, des années 1820. Deux tableaux de 1820 et 1825 lui valurent d'être élu comme membre associé par la Royal Academy. Il quitta donc Bristol pour Londres et en 1828 exposa son ouverture du 6e sceau à la British Institution. Cette peinture fut suivie de deux autres sur le thème de l'Apocalypse. En 1829, là, il est rattrapé par la vie privée. La femme de Danby l'abandonna pour s'enfuir avec le peintre Paul Falconer Poole. Bon. C'est pas sympa de quitter un peintre pour un autre. Elle aurait au moins pu partir avec un sculpteur. Enfin bon, Danby quitte à Londres, déclarant qu'il n'y vivrait plus jamais et que l'Académie... Très bien, Danby, t'as bien fait. Et que l'Académie, au lieu de l'aider, lui avait nui d'une façon ou d'une autre. Bon. On n'a pas précisé exactement laquelle. En tout cas, pendant une décennie, il va mener une vie de bohème en Suisse, sur le lac Léman, avec des fantaisies de construction de bateaux et ne peignant que de temps en temps.
Par la suite, il s'installe même à Paris, où il vit un court moment. Et puis il revint en Angleterre en 1840, alors que ses fils, James et Thomas, avaient grandi et étaient devenus artistes tous les deux. La même année, Danby exposa son Déluge, vaste et puissant, ça fait quand même 5 mètres de long. Hein. Le succès de ce tableau, la plus grande et la plus dramatique de toutes ces visions martinesques, là je mets des guillemets encore, relança sa réputation et sa carrière. Et puis certains de ces derniers tableaux tendent vers une manière plus apaisée, plus retenue et plus gaie que celle de son premier style. Mais il revint à ce dernier pour le naufrage, heureusement pour nous, parce que les tableaux plus apaisés sont assez, on va dire, cucul à praline, si je puis m'exprimer ainsi. Il revint quand même à ce dernier pour le naufrage en 1859. Voilà, il vécut ses dernières années à Exmouth dans le Devon, où il mourut en 1861, à côté, donc comme je l'ai dit, de John Martin et de Turner, mais à côté seulement, pas devant. Danby compte parmi les plus grands artistes britanniques de l'époque romantique. Il y a de très très belles toiles. À noter que les deux fils de Danby, dont j'ai parlé tout à l'heure, furent des peintres de paysages. L'aîné James Francis exposa à la Royal Academy. Il excellait à peindre le lever et le coucher du soleil. Ça, c'est ce que son père disait. Et puis le plus jeune, Thomas, se spécialisa dans les aquarelles représentant des scènes du Pays de Galles. Voilà, le Déluge, on va dire sa toile la plus spectaculaire, pas forcément la plus belle, mais la plus spectaculaire, se trouve à la Tate Gallery. Et je vous en mettrai une reproduction que je vais essayer d'une qualité, enfin je vais essayer de trouver une reproduction de qualité pour vous la mettre sur le blog de l'émission http://aracaille.blogspot.com. Voilà, avec Francis Danby. Bien, merci infiniment. T'as vu ce jeune, t'as vu cet artiste en Irlande? Non, tu sais pas si. Non, aucune idée. Aucune idée. Bon, très bien. C'est marrant. Aucune idée. Avec un papa comme ça. Bah justement, qu'est-ce que tu veux? Ouais, je connais bien le problème aussi. Enfin, si c'en est un, c'en est pas vraiment. Bien. On se fait une petite pause et puis après on poursuit. Avec les annonces, les expos. Ouais.
Alors, c'était The Pogs, The Sunny Side of the Street. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. On va passer à quoi maintenant, mon Jean? Eh ben, tu peux peut-être faire les petites annonces traditionnelles, ce que tu appelles les petites annonces trad des bonnes œuvres de la FA. De la FA, 3 bonnes œuvres. D'ailleurs, à ce propos, un de nos auditeurs, dont je ne connais pas le nom, ni le lieu de résidence, est passé à Publico cet été et a dit à notre camarade Laurent qui nous l'a rapporté, par l'intermédiaire d'une autre camarade qui faisait la commission, qu'il passait à Publico parce que justement dans notre émission on en parle assez régulièrement et que ça lui avait semblé sympa et donc c'était pour ça qu'il était passé. Alors on est vachement content de savoir que même ces choses assez ingrates ça peut motiver des auditeurs à se bouger leur gros pétard pour passer à Publico. Ouais, puis ça nous fait un petit coup de brosse à cirage en passant. Vous pouvez nous en mettre autant que vous voulez. Hein. Donc on le salue, on le remercie aussi d'être passé à Publico parce que c'est une librairie, comme je vous le rappelle de temps en temps, qui a vraiment besoin que des gens ou des auditeurs comme celui-ci y passent, surtout s'ils venaient de Toulouse ou de Toulon, je sais pas très bien quelle ville, mais enfin c'est quand même pas tout près. Alors qu'il y a des Parisiens qui se bougent même pas pour aller et descendre à Filles du Calvaire République ou Oberkampf pour se diriger vers les Républiques. Dans ce quartier de Bobo, comment veux-tu? Ouais. Alors donc les 3 œuvres de la FA, c'est-à-dire la radio, la librairie et le journal, ont besoin de vos thunes, on vous le cache pas. Parce que ce sont 3 œuvres qui sont, vous savez bien que les radios associatives comme la nôtre, qui n'avons pas de publicité pour entretenir le matos ou en acheter du nouveau, etc., etc. Donc si on n'a pas nos auditeurs pour payer leur carte d'auditeur à 20 € en passant la Républico, on serait mal. Voilà, donc c'est tout. Si vous voulez nous écouter encore, si vous aimez bien ce qui se passe sur cette radio, pas seulement à Racaille, mais toutes les émissions, il y en a une centaine, c'est quand même quelque chose. Et bien voilà, vous passez à la Républico, vous rencontrez Laurent ou Bax, et vous dites, ah, c'est pour la carte d'auditeur, voilà, je vous donne 20 €, et vous avez une jolie carte d'auditeur. Enfin, jolie, c'est peut-être pas franchement jolie, mais bon, c'est une carte. Voilà. Et puis après la librairie, après la radio, il y a la librairie Publico. On vous en parlera jamais assez. Hein. Jamais assez, parce que d'abord on aime les librairies, parce qu'on aime aussi les livres, et puis que les librairies comme celle-ci, mais comme toutes les librairies, mais plus particulièrement les librairies militantes, sont vraiment sur un siège un petit peu branlant, quoi, si on peut employer cette métaphore, un peu juste pour en parler. Alors, la solution est simple. Si vous voulez que cette librairie, ce lieu de la pensée anarchiste, et pas que de la pensée, mais aussi des turpitudes anarchistes, vive et survive, eh ben, il faut y aller, il faut aller leur acheter des livres, en tout cas, si vous y promenez, ou aller à des rendez-vous comme celui dont on vous a parlé, concernant un dictionnaire sur Proudhon. Il y a souvent des événements comme ça à la librairie Publico, le samedi, à partir de 16h30. Voilà, alors donc la librairie Publico compte aussi sur vous, comme la radio. On fait pas la manche, hein, c'est l'information. Et puis la 3e œuvre, qui n'est pas la plus petite non plus, c'est aussi une œuvre fragile, puisque c'est un magazine qui paraît donc un hebdomadaire, Le Monde Libertaire. Et comme tout, avant il y avait les NMPP qui étaient un diffuseur issu de la résistance où les petits titres étaient supportés par les gros, c'est-à-dire que c'est les petits titres qui n'avaient pas une diffusion extraordinaire, eh bien vous ne payiez pas la distribution ou la diffusion, mais maintenant ça a changé complètement, c'est devenu comme beaucoup de choses dans notre pays qui étaient issues de la résistance ont été foutus à bas par le mur de l'argent.
C'est la Troisième République en marche. Donc le monde libertaire, risque aussi de se casser la gueule parce qu'il faut. C'est Prestalis, je crois, qui diffuse. Et puis alors ils se gavent un max. Là, il y a plus de petits titres ou gros titres, c'est la même chose. Voilà. Donc il y a une solution, c'est de vous abonner en passant à la librairie Publico, ou alors d'acheter dans les quelques kiosques dans lesquels il est distribué encore. Et puis la librairie Publico aussi, où il y a un dépôt de presse tous les mardis que vous pouvez l'acheter. Alors je vous ai toujours conseillé de le chourer si vous n'avez pas la thune pour l'acheter. Ça devient de plus en plus difficile parce qu'il n'y a pas de lieu pour le chourer, étant donné que les kiosques le diffusent à peine maintenant. Donc voilà, c'était les. Alors. Ils ont peut-être remarqué que, suite à tes conseils, ça disparaissait, si tu veux, sans autre forme de procès, donc il a bien fallu qu'ils réagissent. Bah oui. Voilà. Donc Robert est responsable de la disparition du monde libertaire en kiosque. Merci, mon Jean. J'avais pas besoin de me faire de la pub. Bon, le monde libertaire, c'est tout. Ah oui, des articles de fond, des articles militants, évidemment. Mais il y a beaucoup de plumes extérieures au mouvement anarchiste aussi. C'est un journal qui est ouvert à toutes les plumes qui veulent s'exprimer par le biais de ce média. Voilà, c'était tout. Mon Jean, à toi. Eh ben, les expos à ne pas manquer. 2 expos du centre culturel irlandais. Il y en a une qui accourt actuellement, l'autre qui ne commence que le 25 novembre. Mais je vais quand même vous en parler. Voilà, elles sont l'une dans la foulée de l'autre, pour tout dire. La première, c'est Sinéad Ní Mhaonneg. Oui, désolé, c'est l'Irlandais en même temps. Bon. Donc je rappelle le centre, parce que j'avais déjà parlé de ce centre culturel irlandais, c'est 5 rue des Irlandais dans le 5e arrondissement. Ah ouais, sérieux? Absolument. Ah, c'est rigolo. Et donc cette expo, elle est valable jusqu'au 23 octobre, 2011. Les œuvres de la jeune artiste dublinoise Sinéad Ní Mhaonneg sont empreintes de poésie, sous leur apparente simplicité. Ces peintures faites de motifs géométriques se révèlent d'une étonnante richesse, tant au niveau des couleurs que de leur structure, oscillant subtilement entre sobriété et luxuriance. Rien que ça, Robert. Le travail de cet artiste a déjà fait l'objet de nombreuses expositions personnelles et collectives en Europe et aux États-Unis et figure dans plusieurs collections privées et publiques. Et puis la deuxième exposition, donc, au Centre culturel, qui suivra celle-là, et qui durera jusqu'au 20 janvier 2012, c'est de l'émergence du phénix, à l'heure où le tigre celtique a perdu de sa vigueur et a vu ses crocs un peu limés. Est-il possible en Irlande de voir bientôt le phénix renaître de ses cendres? Par la vidéo, la peinture, la photographie, la sculpture et l'installation, 6 artistes contemporains s'interrogent sur les notions de migration et de déplacement, de liberté ou d'enfermement, d'immatérialité, d'autogénération et de résurgence, pour employer un mot à la mode. Pardon, quand je dis 6 artistes contemporains, c'est évidemment 6 artistes contemporains irlandais. Je vous donne les noms: Rona Byrne, Dorothy Cross, Mark Gary, Jackie Irvine, William McKeown et Denis McNulty. Voilà. Et puis une petite, ça nous a été communiqué par Cécile de Pas de Quartier, une amie apparemment. Il y a la bibliothèque La Rue, ça c'est 10 rue Planquette dans le 18e arrondissement de Paris, qui a programmé une exposition, une étincelle artisanale. Voilà, venez découvrir les œuvres de Régis Boiter, Frédéric de Valeine et Corinne Herman, soutenues par le collectif Artway. Voilà, donc la bibliothèque La Rue, le vernissage est le 1er octobre et j'ai pas des dates de fin, mais voilà. Voilà, et puis pour finir, j'ai encore une petite minute, ça c'est une exposition respect et égalité à l'office d'HLM de Gennevilliers. Voilà, jusqu'à quand dure-t-elle? C'est pareil, ils ne le disent pas, décidément, c'est terrible. Voilà. Donc respect et égalité, c'est un concours d'affiches en fait qui court sur 2010 et 2011, qui a été organisé par l'Académie des banlieues.
Donc vous pourrez voir toutes ces affiches à l'office HLM de Gennevilliers du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30. L'adresse 33 rue des Chevrins à Gennevilliers, 92 230. Voilà. Et je rappelle que la bibliothèque La Rue est une bibliothèque anarchiste. Encore une? Encore une, non. Ça, il y en a partout. On maille le territoire. Ouais. Voilà. Et on fait pas des infidélités à Publico. Ah non, parce qu'elle est ouverte. Rassure-moi. Non, elle est ouverte que quelques jours par semaine. Elle fait pas, aucune ombre. C'est un complément d'objet direct. Bien. On dit merci à Julien d'être passé. Merci bien. Ah non, nous, on a appris plein de choses, et puis on va en apprendre encore plein en allant nous taper une napolitaine. Il sait pas à quoi il s'attend, Julien. Là, c'est dur. Hein. Bon, Jean. Voilà. Merci, Julien. Merci, Piquet-Cou. Merci, Robert. Salut à tous. Merci, à la semaine prochaine. Merci, Julien. Merci, Jean. Merci, Robert. À la semaine prochaine.